On va parler aujourd'hui, Bezrat Hashem, d'un sujet très important. Je reviens Baruch Hashem de France. Vous vous rappelez, on a fait une tournée Baruch Hashem exceptionnelle. Il y a eu beaucoup de questions qui m'ont été posées. Et entre autres, la question qui est revenue souvent, c'était la question du Nutella vegan. C'est la question des chocolats qui, en plus de m'être posée sur les groupes de Kashrut et les autres groupes, c'est une question qui m'est très souvent posée. Et j'aimerais aujourd'hui, Bezrat Hashem, après avoir bien réfléchi au sujet, au problème, vous donner ce que je pense être la vérité. Et on va essayer, Bezrat Hashem, aujourd'hui, non pas de faire un cours en 1 minute où on résume tout, parce que ce n'est pas le but. Le but aujourd'hui, c'est d'essayer d'expliquer, de montrer, de prouver qu'est-ce que la halakha dit. Dans beaucoup de domaines, on dit beaucoup de choses, et parfois il y a des choses qu'on dit pendant des années et des années, et quand on les vérifie vraiment à la lumière de la halakha, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait vraies. Alors je me tiens d'abord de préciser que je ne suis pas un rav qui est un hercher, et je ne compte pas non plus, en tous les cas prochainement, avoir un hercher. Je ne compte pas contredire tous les hercherim qui existent. Les choses que je dirais qui contrediront peut-être certains hercherim, certains rabbanim qui ont des herchers, mon but, c'est pas de vous dire de ne pas les écouter. Mon but, c'est d'essayer de répondre à la question, d'essayer de réfléchir un petit peu au sujet. Et il y a pas mal de rabbanim qui justement donnent des hercherim auxquels j'ai discuté durant ces derniers jours. Et certains d'entre eux m'ont effectivement dit que ça les avait amenés à réfléchir ce que je leur ai dit. Donc, le but aujourd'hui, c'est de moi pouvoir répondre à la question qui m'est posée de la façon la plus précise possible. J'aimerais commencer par une introduction. Et cette introduction-là, elle est pour moi très importante. Lorsqu'on parle... Excusez-moi, petit problème d'électricité. Lorsqu'on me parle de ce qui s'appelle le Nutella, et qu'on me pose la question, est-ce que je peux prendre du Nutella? Est-ce que c'est méadrine de prendre du Nutella? Laissez tomber une seconde l'aspect qui est celui du lait. Qu'avant, dans ces usines, on s'était servi de lait pas cachère. Laissez tomber tout ça. Moi, je pense que dans un premier temps déjà, de consommer des choses dans lesquelles il n'y a pas de certification rabbinique. C'est vrai qu'il y a une liste. Et c'est vrai que la liste, elle se repose sur tout type de présomption. Mais en tous les cas, ce n'est pas méadrine. Moi, par exemple, si je me trouve en France et qu'on me propose du Nutella vegan, malgré ce que je vais expliquer maintenant, que je pense qu'il n'y a pas lieu d'interdire, on va essayer d'expliquer tout ça, mais personnellement, je ne prendrai pas. Parce que moi, je mange que ce qui est méadrine. Méadrine, ça veut dire les choses dans lesquelles il y avait des rabbanim qui se trouvaient, des mashgichim qui se trouvaient dans les usines et qui ont vérifié à chaque instant qu'il n'y avait pas de problème. De se reposer sur le fait qu'en principe, ils ne sont pas censés mentir et ils sont censés prévenir de chaque ingrédient qu'ils mettent, c'est vrai qu'on peut se reposer. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se reposent dessus. La liste du Beddin du consistoire de Paris. Mais est-ce que c'est méadrine? Est-ce que c'est 100%? Est-ce que c'est vraiment le top du top? Non, c'est pas le top du top. Donc, ça c'était un premier point que je tenais à vous dire. Tout ce qu'on va dire maintenant, ça vient après mon introduction. Mon introduction, elle consiste à dire que un chocolat qui est sur la liste du Beddin de Paris simplement, mais dans lequel il n'y a pas des mashgichim, des gens qui viennent pour vérifier ce qui se passe à l'intérieur tous les jours, ça ne peut pas être un chocolat méadrine. Vous allez me dire, mais pourtant l'huile, c'est considéré comme étant cachère sans aucun problème. L'huile, il y a un seul ingrédient. La farine, il y a un seul ingrédient. Mais tous les bonbons et les choses dans lesquelles il y a des tonnes d'ingrédients, et parfois il y a des choses qui ne sont pas écrites, là je pense qu'on ne peut pas parler de méadrine tant qu'il n'y a pas effectivement des herchérim très sérieux qui sont là. Donc on va parler maintenant pour les gens qui se reposent sur les listes et qui voulaient savoir est-ce qu'on a le droit ou pas de consommer ces choses-là. Alors je commence par vous présenter ce dont on va parler aujourd'hui. Première question. Un chocolat. Un chocolat dont tous les ingrédients sont cachers, tous les ingrédients sont parfaits. Simplement, c'est un chocolat qui a été fait dans une usine dans laquelle ils font aussi du chocolat halavi, du chocolat au lait. Et la question que je me pose,
c'est deux questions. Première question, est-ce que ce chocolat, il est cachère? Si je suis quelqu'un qui mange que du lait chamour, du lait surveillé, est-ce que mon chocolat qui est parvé mais qui a été fait dans des ustensiles dans lesquels on fait du lait, est-ce qu'il est cachère ou pas? Deuxième question, est-ce que ce chocolat, il est parvé ou est-ce qu'il est halavi? Et tous les jours, on me pose des dizaines de questions à ce sujet. Et donc, j'aimerais répondre, prouver, vous montrer que rien n'est inventé, parce que j'aimerais pas que vous sortiez de ce cours en disant bon, Rav Cohen Arazi dit comme ça, l'autre il dit comme ça, l'autre il dit comme ça. Si quelqu'un dit différemment de moi, je suis tout à fait intéressé à entendre ses arguments et à essayer de voir où est-ce qu'il y a une discussion entre nous. On va commencer par l'aspect le plus problématique. C'est l'aspect d'un chocolat qui a été fait dans des équipements qui ont servi à du lait. Par exemple, le Nutella vegan. Le Nutella vegan, il y a beaucoup de personnes qui adorent le Nutella, mais qui ne peuvent pas se le permettre parce qu'il est fait avec du lait qui n'est pas chamour, qui n'est pas vérifié, qui n'est pas surveillé. Et le jour où ils ont entendu qu'il allait avoir un Nutella vegan, ils se sont dit génial, vegan, ils ne mettent pas de lait. Donc on va pouvoir prendre un Nutella dans lequel on est sûr qu'il n'y a pas de lait. Et là, il y a des rabbinim qui ont dit mais non, ça change quoi? C'est vrai qu'il n'y a pas de lait, il n'y a pas vraiment de lait. Mais ces chocolats, ils ont été faits dans des équipements avec lesquels on fait du lait non chamour. Parce que le Nutella qu'ils font juste avant celui-ci, eh ben, c'est un Nutella au lait avec du lait qui n'est pas chamour. Donc ton Nutella, ben, ne crois pas que sous prétexte qu'il est vegan, c'est mieux. C'est comme un Nutella d'avant. Voilà ce que pas mal de gens, de rabbanim, de Mashgichei Kashrut ont voulu dire. Et on m'a interrogé, quel est mon avis à ce sujet? Alors, on va parler de ça dans un premier temps. Après, on parlera de l'aspect halavi ou parvé ou quoi. Alors, écoutez bien, mes chers amis. Tout d'abord, je précise quelques petits points. Il y a un concept qui s'appelle le lait non surveillé. À l'époque de la Gemara, quelquefois les non-juifs, ils se servaient pour préparer le lait, ils se servaient de lait de présure, de lait qui n'était pas cachère, de lait d'animaux qui étaient impurs. Et donc, Chachamim ont interdit, la halakha dit explicitement, que tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour surveiller, qu'il n'y a pas eu de mélange, on considère ce lait comme étant inapte à la consommation. C'est ce qu'on appelle chalav nochri, le lait d'un non-juif. Dans notre génération, il y a un gadol, un géant, qui s'appelle le Rav Moshe Feinstein, aux États-Unis, et qui a dit que comme aujourd'hui tout est réglementé par la loi, et qu'aujourd'hui si on s'aperçoit que, alors que dans le lait de vache, il est censé y avoir que du lait de vache, il y a du lait par exemple de chamel qui a été mis, eh ben, ils risquent de se faire sanctionner, ils risquent peut-être même d'avoir une très grande amende, ils peuvent peut-être même avoir leur usine qui va fermer. Et donc, dit le Rav Moshe Feinstein, aujourd'hui on peut être sûr à 100% bien qu'on n'a pas mis un gardien en chair et en os, on peut être sûr et certain qu'il n'y a pas de problème. Ça, c'est ce que le Rav Moshe Feinstein a dit. Le Chazon Ish, au passage, il a été dans le même sens. Qu'on le veuille ou non, le Chazon Ish, explicitement, il a été dans le même sens. Bien que le Steipeler a voulu dire que tout ce que le Chazon Ish disait, c'était que pour les gens malades. Mais dans les propos du Chazon Ish, ce n'est pas écrit. Mais en tous les cas, on fait confiance au Steipeler. Ça, c'est le premier point. Il y a des Chachamim qui n'ont pas été d'accord avec ça. Et qui ont dit non, 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 on ne peut pas comme ça, en se reposant que sur des suppositions, que sur des lois. On ne peut pas se reposer sur ça. Le lait a été interdit, il est interdit. Que se passe-t-il avec le lait en poudre? Parce qu'il faut que vous sachiez que les chocolats, ils sont faits que avec du lait en poudre. Que se passe-t-il avec le lait en poudre? Il y a des chachamim qui ont voulu dire, toute l'institution, elle ne concerne que les laits qui sont du vrai lait. Sur le lait en poudre, il n'y a pas eu d'institution de nos maîtres. Donc du coup, on peut autoriser. Le Tzitz Eliezer, le Rav Tzvi Pessar Frank, il y a des chachamim qui ont voulu dire que même si on interdit, même au jour d'aujourd'hui, le lait, on peut autoriser le lait qui est en poudre. En pratique, beaucoup de décisionnaires recommandent de ne pas se reposer sur le lait, même au jour d'aujourd'hui, même le lait en poudre. Quand c'est pour un bébé qui ne tolère pas le lait normal, on peut se montrer indulgent. Quand c'est pour une personne malade, on peut se montrer indulgent. Mais quand il n'y a pas de véritable raison, on préfère éviter et ne pas se reposer sur le lait qui est en poudre. Donc tous les gens qui se reposent sur la liste du Beddin, ça veut dire premièrement qu'ils se reposent sur le fait que on se repose sur des présomptions. Ils disent qu'il n'y a pas de graisse animale, donc on imagine qu'il n'y a pas. Donc c'est pas super méadrine.
Mais de surcroît, les personnes qui se reposent sur le fait que le lait, il y a du lait, ben, ils se reposent sur le Rav Moshe Feinstein. D'accord? Pas de problème. Pas tous les Français sont les plus grands mahmirim du monde. Pas tous les Français peuvent se permettre de faire toutes les chumrot du monde. Ok? Ils se reposent sur un géant qui s'appelle le Rav Moshe Feinstein, qui au passage lui-même disait que pour des gens qui sont vraiment des gens érudits en Torah, il vaut mieux éviter de se reposer sur ce principe qu'il disait. Voilà. Ça, c'était une petite introduction. Je sais que vous le saviez, mais c'était important de le répéter. Donc, je reprends mon calcul. Quelqu'un qui souhaite prendre du Nutella au lait et qui dit, ben moi, j'ai pas de problème, parce que dans les ingrédients qui figurent, il n'y a pas de problème. On imagine qu'ils n'ont pas mis d'autres choses. Le lait, c'est un lait en poudre. Le lait en poudre, on a des sages qui autorisent surtout au jour d'aujourd'hui. Donc d'accord, il n'y a pas de problème. Là, ce n'est pas de ces personnes-là dont on va parler. Maintenant, on va parler des personnes qui disent, moi, je suis strict. Et moi, je m'interdis de prendre du lait qui n'est pas surveillé, quand bien même ce lait est en poudre. On a compris? Donc ces personnes-là, tu leur amènes un café au lait, tu leur as dit, j'ai fait ça avec de la poudre de lait, ils te diront, moi, je ne prends pas. Et la grande question qui va se poser maintenant, c'est est-ce qu'on va pouvoir leur autoriser de consommer ce Nutella? Est-ce qu'on va leur dire, écoute, tu prends pas le Nutella au lait, d'accord, mais le Nutella pas au lait, qui a simplement été fait dans les mêmes machines que le Nutella au lait. Le chocolat Nestlé, qui n'est pas au lait, c'est pas fait avec du lait de non-juif, mais il a été fait dans des équipements dans lesquels on a déjà fait du lait de non-juif, que toi tu prends pas. Quelle est la halakha à ce sujet? Et c'est là que j'aimerais, Bezrat Hashem, remettre les points sur les i. Tout d'abord, l'un des grands problèmes qu'on rencontre avec les équipements de lait, c'est qu'on ne peut pas très bien les laver. Ça veut dire que dans ces machines-là, on ne peut pas mettre d'eau. Et donc, c'est compliqué de bien laver. Donc, souvent, quand ils passent d'une fabrication de chalavi, de au lait pas kasher, vous vous rappelez, à une production de parvé, sans lait, et bien souvent, ils n'ont pas très bien nettoyé les machines. Et souvent, il y a des résidus qui restent au fond de ces machines. Il y a des résidus qui restent. Maintenant, on a un principe dans la halakha. C'est que si le parvé que je mets maintenant, il est 60 fois plus grand, plus important que les résidus, il n'y a pas de problème. J'ai parlé avec quelqu'un qui se trouve dans les usines au quotidien, de chocolat entre autres, et il m'a dit explicitement, alors que lui-même, il n'est pas pour autoriser ces chocolats, il m'a dit explicitement, il y a 60 fois plus. Il y a 60 fois plus de chocolat parvé que les restes qu'il y a. Maintenant, attention, quand on parle des restes, on ne parle pas de tous les restes de chocolat. On parle des restes de lait qu'il y avait dans ce chocolat. C'est-à-dire, disons que dans les restes, il y a 1 kilo, ok. Dans ce kilo, il n'y a pas 1 kilo de lait, pas cachère. Il y a 20% de lait pas cachère. Donc il suffit que j'ai non pas 60 kilos de chocolat parvé, mais 60 fois plus les 20% pour que ce soit cachère. Et ça, c'est sûr et certain qu'il y a 60 fois plus. En tous les cas, c'est ce que j'ai réussi à vérifier en parlant avec un mashgiach qui est lui-même rave, qui se trouve dans les usines et qui m'a dit explicitement 60 fois plus, ça on est sûr qu'il y a, il n'y a pas de problème et c'est logique que ce soit comme ça. Pourquoi c'est logique? Parce que même s'ils écrivent trace de lait, ils n'ont pas le droit de mettre trop de lait. S'il s'avère finalement qu'il y a trop de lait dedans, eh ben, on peut même les attaquer en justice. Comment vous écrivez qu'il n'y a pas de lait alors qu'il y a 2%, 3%, 5% de lait? Donc c'est évident qu'ils font en sorte que même s'il y a des restes, c'est des restes qui sont négligeables. Et il y a 60 fois plus de chocolat que de lait restant dans le chocolat de la fabrication précédente. Ça, c'est un premier point. Maintenant, un deuxième point que je voulais vous dire, et c'est là, à mon avis, qu'il y a des grandes erreurs qui sont faites. Et à premier abord, on peut la faire, cette erreur. Mais quand on réfléchit bien, on voit que, à mon avis, je répète, à mon avis, c'est une erreur. Il y a un concept qui s'appelle Nat Barnat. Pour toutes les personnes qui étaient là à ma tournée, vous vous rappelez, j'ai distribué un aimant. L'aimant, c'était un aimant de Nat Barnat. Le goût second, on appelle ça en français. C'était des pâtes que j'avais cuisinées dans une casserole bassari, mais qui était propre. Et je voulais mettre dans ces pâtes du lait, du fromage. Vous vous rappelez de l'aimant, dans beaucoup de cas, on autorise. Là, on a affaire exactement au même problème. C'est pas qu'au même moment, je cuisine mon chocolat parvé avec du lait. Non, c'est pas ça.
c'est qu'avant, on avait cuisiné du lait. Il y a un goût de lait qui est rentré dans les parois. Ok, de lait qui est rentré dans les parois. Quand maintenant je vais faire mon chocolat parvé, ce lait-là, il va sortir des parois, il va re-rentrer dans mon chocolat parvé. Ça, en hébreu, ça s'appelle nat barnat. Ça s'appelle un goût second. Ça s'appelle un goût second. Maintenant, écoutez bien. Les décisionnaires, ils disent attention. Tout ce qu'on a pu autoriser, par exemple, dans l'aimant, le nat barnat, c'était uniquement, pourquoi? C'était uniquement parce que c'était des hétéras. C'était quelque chose de permis. Ma viande a été permise. Mon lait, plus tard, il sera permis. Mais quand on a affaire à un nat barnat de Issoura, par exemple, je cuisine des pâtes dans une casserole dans laquelle avant on a cuisiné du porc. On va dire, ben, c'est pas le vrai goût du porc. Le porc n'était pas en même temps avec les pâtes. C'était un goût second de porc. Malgré tout, c'est interdit. Et c'est là qu'il y a beaucoup de gens, et de rabbanim, et de mashgichim, qui ont voulu dire, ah, si je considère que le lait des non-juifs, c'est un lait qui est interdit, et ben du coup, c'est vrai que c'est qu'un goût second, le lait qui va rentrer dans mon chocolat parvé. Mais c'est un goût second d'Eissora, d'interdit. Et donc, ça interdit tout le chocolat. Voilà la logique de ceux qui ont voulu interdire. Je répète encore une fois, ils ont voulu dire, puisque le lait des non-juifs, il est interdit, et que le lait en poudre, il est aussi interdit. Donc quand il y a du lait en poudre qui est rentré dans les parois, la fois précédente, on a fait du chocolat qui était au lait pas cachère, le goût, il est rentré dans les parois. Quand maintenant, moi, je fais un chocolat parvé, ce goût-là, il ressort. Tu vas me dire, mais c'est un goût second, il est plus très fort ce goût. Tu as raison qu'il est plus très fort. Mais quand est-ce qu'on autorise quand c'est un goût pas très fort? C'est uniquement quand c'est un adbarnat, des hétéras, de permis, de choses permises, de choses qui figurent avec un hercher, pas de pas cachère. Maintenant, pourquoi je ne suis pas d'accord avec ça? Et c'est ça que je voulais vraiment vous expliquer. Et j'ai longuement réfléchi à la question. J'en ai parlé aussi avec des très grands chachamim d'Israël. Je voulais vous dire exactement pourquoi je ne suis pas d'accord avec ça. Tout d'abord, et ça je sais qu'il y en a qui ont du mal à entendre ça, mais c'est écrit dans les poskim. Il y a une différence extrême entre dire je ne veux pas manger de la viande, du lait pas surveillé. Je ne veux pas manger du lait pas surveillé. Tu me dis que dans ce chocolat, il y a du lait pas surveillé, je ne veux pas le manger. Et entre ne pas manger quelque chose dans lequel il y a un goût second de lait non surveillé. Ça veut dire, dans la halakha, on est bien d'accord que ce n'est pas pareil de manger du lait non surveillé. Tu le manges lui-même, tu profites de son goût lui-même. Ou de dire, écoute, je suis d'accord que le lait non surveillé, il y a sur quoi se reposer. Moi, je ne veux pas le manger. Mais il y a quand même sur quoi se reposer. Alors, quand c'est le manger lui-même, non. Mais quand c'est un goût second, ça va. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les décisionnaires. J'en ai même parlé avec le Rav Asher Weiss, il était d'accord avec moi. Il me dit, écoute, tu veux dire qu'il ne faut pas manger le lait lui-même, bien qu'aujourd'hui on a le Rav Moshe Feinstein et on a... Tu veux me dire qu'on ne veut pas manger pour être mahmir, d'accord. Mais adke d'écart, tellement de dire que non seulement on ne prend pas, mais en plus on considère que c'est un interdit, au point que c'est comme s'il y avait du porc dans la marmite et que ça rend tout le machin pas cachère, c'est un peu exagéré. Ça, c'est un premier point. Premier point important que je voulais vous dire, et ça, faut que ça reste dans notre esprit. C'est pas parce que je m'interdis de prendre de la mamachoute, du vrai lait non surveillé, que je vais considérer que c'est vraiment de l'interdit. Maintenant, on se lance, Bezrat Hashem, dans la réflexion. Le Pri Megadim, l'un des très grands décisionnaires, je vais vous présenter ça de la façon suivante. Écoutez, je vais vous présenter ça de la façon suivante. Le Radbaz, donc c'était un très grand maître, le Radbaz, on lui a posé la question. On lui a dit, tu sais, dans le sucre, à l'époque, quand on fabriquait du sucre, dans le sucre, on mettait du lait. Il y avait 2% de lait. Quand on cuisinait le sucre pour obtenir du sucre, on mettait du lait. Et les gens, ils consommaient le sucre avec de la viande. On a dit au Radbaz, c'est pas un problème par hasard. Le lait pour être confectionné, il y a du sucre, le sucre, il y a du lait. Il y a 2% de lait. Ne dis pas il y a 60 fois plus de sucre que de lait, non, il y a 2% de lait. Donc il n'y a pas 60 fois plus de sucre que de lait. Donc ton sucre, il devient khalavi. Et les gens, ils le mangent avec de la viande. Comment t'expliques ça? Et le Radbaz, il dit, il n'y a aucun problème. Le Yad Ephraim, il dit même que le Harizal lui-même, il mangeait ce sucre avec
avec de la viande. Il dit le harissa, comment il s'appelle, le radbaz, il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? Il explique. Il explique que la nature du lait, quand on bouille, la nature du lait, c'est de s'évaporer. Il dit donc, dans le sucre, qu'est-ce qui se passe? Il y a le sucre, lui il reste, il ne s'évapore pas. Il y a le lait qui va s'évaporer. Donc quand tu vas cuisiner quelques bonnes minutes, et ben finalement, qu'est-ce qui va rester? Il va rester 60 fois plus de sucre que de lait. Donc ton sucre, finalement, hein, il n'est pas halavi. Ton sucre, finalement, il n'est pas halavi. Vient le prix Megadim. Et il dit, mais attends, une seconde. Le lait, là, c'est un lait qui n'était pas cachère. C'est pas un lait qui a été surveillé. C'est un lait qui n'était pas surveillé. Donc, ok, tu me dis que le lait, il s'est évaporé. Mais dans un premier temps, au moment où tu as allumé la casserole à fond, tu es d'accord qu'il y a du lait qui est rentré dans les parois de la casserole? Et ça, c'est un lait qui n'est pas cachère. C'est un lait de non-juif. Comment tu peux autoriser ensuite donc ensuite, quand tu vas faire dans cette même casserole, tu vas faire du sucre, ben, il y a le lait pas cachère qui va revenir. Comment on s'arrange avec tout ça? Donc j'ai du lait pas cachère qui se trouve avec mon sucre. Ça, à la rigueur, tu peux me dire, ben, il s'évapore, donc il n'y en a plus tellement. Donc il y a 60 fois plus de sucre que de lait pas cachère, que de lait non surveillé. Mais c'est rentré aussi dans les parois. Vient le Pri Megadim. Et il dit un très très grand yesod. Il dit que dans le lait pas cachère, le lait pas surveillé, en particulier de nos jours, à son époque déjà, il y a 150 ans, à son époque déjà, il dit que le lait non surveillé, on ne dit pas un concept en hébreu qui s'appelle chanan. On ne dit pas chanan. Ça veut dire que dans les parois de ma casserole, je ne considère pas que tout ce qui rentre, ça devient du pas cachère. Je considère que les 2% de lait qui sont rentrés, ok, c'est 2% de lait qui ne sont pas cachères, mais ces 2%, ils ne rentrent pas tout ce qu'il y a dans les parois de la casserole pas cachère. Parce que c'est du lait de non-juif, c'est pas du porc. Si c'était du porc, là j'aurais considéré que dans les parois de la casserole, c'est tout ce qui est rentré dans les parois de la casserole, c'est devenu du porc. En tous les cas, d'après le Rama. Je ne rentre pas dans ça maintenant. Par contre, quand c'est du lait qui a juste pas été vérifié, quand c'est du lait, et pour répondre à la personne qui me dit, non, le Radbaz, il ne pense pas du tout que le lait non chamour, c'est une khumra. Le Radbaz, il ne pense pas, et le Pri Megadim non plus. Donc, donc ce qui est sorti dans le... Donc, très bien. Donc, il dit le Pri Megadim, il dit ce qui est rentré dans les parois, eh ben, c'est que les 2% de lait qui sont rentrés et qui sont considérés comme étant du pas cachère. Moralité, la prochaine fois que je vais faire à manger dedans, combien il y a de pourcentages qui vont sortir? Que 2%. Tout le sucre que je vais mettre par rapport à ces 2%, il y a 60 fois plus. Ça, c'est le Pri Megadim qui dit. Je prends ça exactement, et bien sûr, a fortiori au jour d'aujourd'hui, où la loi, elle interdit de mettre un autre lait et compagnie, en plus c'est un lait en poudre, a fortiori. Mais même si c'était un lait sans loi, un endroit dans lequel il n'y a pas de loi, je prends du lait, d'accord? Je fais du chocolat. Le chocolat qui a été fait par les non-juifs, je me suis renseigné, il peut y avoir environ 20% de lait, maximum. 20% de lait. Donc, il y a 20% de lait pas cachère, de lait pas surveillé, qui est rentré dans les parois. D'accord? 20%. Attention, dans les parois, il n'y a pas que ça. Dans les parois, il y a aussi 80% de chocolat dont tous les autres ingrédients étaient cachères. Ça, tout le monde est d'accord que les autres ingrédients, ils sont cachères. Tous les gens des Herchérim, ils disent que c'est cachère. Leur seul problème, c'est le lait pas cachère, le lait pas surveillé. Donc, dans les parois, j'ai 80% de chocolat dans lequel il n'y a aucun problème, et 20% de lait pas cachère. Maintenant, qu'est-ce que tu vas me dire? Ah non, tout le chocolat, il devient pas cachère? Tout ce qui est dans les parois, ça devient pas cachère? Non. Le Pri Megadim, qui n'est pas connu, presque personne ne le connaît, ce Pri Megadim, il se trouve dans le Sifteh Da'at, Siman Tzadik Zayin, Saif Katan Aleph. Le Pri Megadim, l'un des plus grands poskim, reconnu de tous, il dit, dans le lait, et en particulier de nos jours, dans le lait non surveillé, on ne dit pas Hanan, Khatichana Asit Nevela. On ne dit pas que tout ce qui est dans la paroi, ça devient du pas cachère. Donc je vais reprendre mon calcul. Dans les parois, du lait qui avait été fait il y a quelques heures, du lait, du chocolat au lait, il y a 20%, maximum, hein, il y a 20% de lait. Très bien. Maintenant, moi aujourd'hui, je viens et je fais mon chocolat. Mon chocolat, il est parvé. Dans mon chocolat,
y a que du chocolat. Est-ce que dans le chocolat que je fais, d'accord, que je vais faire maintenant, est-ce qu'il y a 60 fois plus que les 20% de lait qu'il y avait l'autre fois? Et la réponse, c'est que oui. Je vous explique en un mot ma preuve, parce que je sais qu'il y a des chachamim qui vont écouter ce cours et qui écoutent ce cours, et donc j'aimerais vraiment vous donner les preuves. Les décisionnaires, ils disent que si toutes mes parois, donc j'ai un ustensile, une casserole, si toutes les parois, elles sont complètement remplies de pas cachère, de porc, ou si toutes les parois, il y a dedans que du lait pas cachère, d'accord? Eh ben, même si je remplis maintenant ma casserole et que je mets ça sur le feu, j'aurai pas 60 fois plus que ce qui est contenu dans les parois. C'est un exercice de géométrie si vous voulez vous amuser après à le faire. En général, quand j'ai un ustensile avec des parois, disons des parois d'un centimètre, eh ben, vous faites la surface, ce qu'il y a à l'intérieur de la casserole, ça ne sera pas 60 fois plus que la paroi. C'est un principe de halakha. Les décisionnaires, ils disent, ok, il n'y a pas 60 fois plus, alors combien de fois plus il y a? Et le Magen Avraham et beaucoup de décisionnaires disent, il y a 30 fois plus. Il y a au moins 30 fois plus. Donc si dans mes parois, j'ai même 50% de lait pas cachère, eh ben ça suffit, parce que quand maintenant je vais mettre mon chocolat parvé, eh ben il y aura 60 fois plus, puisqu'il y a 30 fois plus de 50%. Donc il y aura 60 fois plus que ce qui était dans les parois. Calcul très très simple à faire. Je ne rentre pas dans toutes les discussions qu'il y a dans chaque petit point, sinon on va pas terminer. Mais en tous les cas, le principe est que même si dans les parois, on considère vraiment que le lait qui est à l'intérieur, il n'est pas cachère, il n'y a que 20% ou 30% même de lait qui est dans les parois. Le reste qui est dans les parois, c'est du cachère. Donc par rapport à ces 20% qui va ressortir, même si tu considères que c'est un adbarna deisura qui va ressortir, tu auras 60 fois plus de chocolat parvé. C'est un calcul très simple qu'on n'aurait pas pu faire, attention, s'il y avait du porc à l'intérieur. Parce que s'il y avait du porc plus du sucre, ou du porc plus du chocolat, eh ben, le porc, il aurait rendu tout le chocolat qui est dans les parois taref. Et j'aurais pas dans le contenu, j'aurais pas 60 fois plus que les parois. Mais là, eh ben, vous avez compris le calcul, j'espère. Ça, c'est un autre point. Je continue. Il y a un shoot harama, le Rama, Rabbi Moshe Isserles, très très grand rav des Ashkenazim. Il a écrit une tchouva. Shoot harama, vous voyez ici, shoot rama, Siman Nundalet. Je remercie le Rav David Cohen de Sarcelles qui, quand il a vu que j'avais parlé de ce sujet, il m'a envoyé cette référence. C'est une très très belle référence et vraiment je l'en remercie parce qu'elle va beaucoup nous aider aussi dans ce domaine-là. Le Shoot Harama, on lui a posé la question. On lui a dit il y a de l'huile qui est faite et dans les tonneaux de l'huile, il paraît que dans les tonneaux de l'huile, qu'est-ce qu'on met? On met du porc. On met, je vous lis dans les mots, on met Shuman Chazir. On met littéralement de la graisse de porc. Donc dans les tonneaux dans lesquels on met cette huile, il y a de la graisse de porc. Et il y a des gens, à cette époque-là, des rabbanim, qui ont voulu interdire de prendre cette huile. Le Rama, Rabbi Moshe Isserles, le très très grand Rav, il dit, moi je pense qu'il n'y a strictement aucun problème à prendre cette huile. Donc vous avez une huile qui était mise dans des tonneaux, dans lesquels il y avait autour de l'huile, du porc. Combien, on ne sait pas exactement. On peut prendre cette huile, dit le Rama. Il va même finir cette chouva en disant, les dati, à mon avis, à mahmir bedavarze, celui qui est mahmir et qui refuse de prendre cette huile, eno ela mina matmiim. Il est super étonnant. C'est qu'un étonnant. Quelqu'un qui est étonnant. Il dit pas c'est un mahmir, il dit c'est un étonnant. L'un des arguments du Rama pour autoriser. L'un des arguments, c'est de dire que c'est sûr que cette graisse de porc, elle donne pas un bon goût dans l'huile. Donc c'est ce qu'on appelle en hébreu noten ta'am nifgam, ça donne un mauvais goût et donc c'est permis. Mais il ne s'arrête pas là. Il donne un autre argument. L'argument qu'il donne est le suivant. Il dit tous les gens au monde qui ont goûté cette huile, personne n'a jamais ressenti le goût du porc. Il dit même les non-juifs, qui pour certains ne sont pas intéressés à consommer du porc. Et s'ils ressentaient le goût du porc, ils diraient tout de suite c'est quoi cette histoire-là? Personne ne ressent le goût du porc.
C'est quoi le problème? C'est qu'il y a du porc dans l'huile, d'accord, mais il y a beaucoup plus d'huile que de porc. Tu vas me dire, oui, mais il y a le goût du porc qui est rentré à l'intérieur, le goût, le fameux goût. Il dit, le Rama, il n'y a pas de problème. Personne au monde ne ressent le goût. Et le Rama, le même Rama, qui dans le Shulchan Aruch, Siman Tzadikret, dit, écoute, quand tu as un doute sur quelque chose, est-ce qu'il y a beaucoup d'interdits, pas beaucoup d'interdits, ne te repose pas sur le fait que tu fais goûter quelqu'un. Il dit, mais là, c'est autre chose. Là, c'est certain qu'il n'y a pas de goût. Il y a tellement de gens qui ont goûté ça. Il dit, il y a même des juifs qui ont pris cette huile, pensant que cette huile, elle était autorisée. Et elle est effectivement autorisée. Et qui n'ont pas ressenti une seule fois le goût du porc. Et donc, il dit à ce moment-là, je vous lis dans les mots, Nire benidon didan, il semble dans notre cas à nous, chez nous, que nous-mêmes, on l'a goûté plusieurs fois cette huile. Velo ta'amnu boklum, et qu'on n'a rien ressenti. Deleka lemechash klal, qu'il n'y a pas lieu de craindre quoi que ce soit. Et pourquoi? Al korchenuit beshishim, o enonoten ta'am, belo shishim. Oumi meila charé. Il dit de deux choses l'une. Soit vraiment ce porc, il donne du goût, un bon goût, mais comme il y a 60 fois plus, eh ben, il est annulé ce goût, on ne le ressent pas. Soit, il donne pas de goût. Soit, c'est quelque chose qui donne pas beaucoup de goût. Et donc, même s'il n'y a pas 60, c'est pas grave. Toute la raison pour laquelle on a besoin de 60 fois plus, c'est parce que le goût, on considère qu'il s'annule que dans 60 fois plus. C'est pour ça que le décisionnaire, il dit, si tu as 60 fois plus, mais que tu ressens le goût de l'interdit, ça restera un problème. Si tu n'as pas 60 fois plus, mais qu'il n'y a pas de goût, il n'y a pas de problème non plus. Donc vient le Rama, de façon explicite, et il dit cette huile, racontez-moi ce que vous voulez. Vous voulez me dire qu'il y a de l'huile, vous voulez me dire qu'il y a du porc, vous voulez me dire qu'il y a beaucoup, j'en sais rien. Nous on sait qu'on goûte, on n'a jamais senti quoi que ce soit. Donc il n'y a aucun problème à prendre cette huile. C'est ce que le Rama dit. Attention, là-bas on parle d'une huile qui est autour des parois, d'une vraie huile. On ne parle pas d'une huile qui est dans la paroi, qui va ressortir, qui est que nadbarnat, que un goût second. Là-bas, on parle d'une vraie huile qui se mélange, d'une vraie graisse de porc qui se mélange avec l'huile. Et malgré tout, le Rama, il dit qu'il n'y a strictement aucun problème. Je pense que dans le cas de ces chocolats-là aussi, où personne au monde ne ressent le goût du lait, et où personne n'est intéressé à ressentir le goût du lait, les gens qui veulent acheter un chocolat noir, ils veulent du chocolat noir, ils ne veulent pas un chocolat au lait. Et si le chocolat il avait vraiment un goût de lait, eh ben ces gens-là, ils iraient se plaindre. Donc, c'est clair que qu'on peut dire comme le Rama dit, de deux choses l'une. Soit il y a 60 fois plus de chocolat parvé que de lait pas cachère contenu dans le chocolat qui a été fait précédemment, ce que, comme je vous ai prouvé, est très logique, puisque dans le chocolat d'avant, il n'y avait que 20% maximum de lait. Soit, eh ben, ce lait-là, il n'est pas tellement ressenti. Il n'y a peut-être pas 60 fois plus, mais il n'est pas tellement ressenti. Et s'il n'est pas ressenti, il dérange personne. Vu que, on est bien d'accord qu'il y a quand même beaucoup plus de chocolat que de ce lait-là. Ça, c'est une preuve, à mon avis, qui est aussi très très puissante. On a la preuve du sucre avec le lait, du Pri Megadim. On a cette preuve-là. J'aimerais maintenant continuer en vous disant encore quelques petites choses. J'ai une preuve. Celle-là, c'est la preuve que j'aime le moins. Voilà, je vous dis la vérité. Je l'aime le moins, mais comme l'habitude des rabbanim, quand ils donnent un psak, ils essayent de rapporter tous les arguments qu'ils ont, et pas simplement les arguments les meilleurs. J'ai un argument que j'aime pas tellement, mais je pense qu'il vaut quand même le coup d'être dit. Il y a un concept, excusez-moi une seconde, il y a un concept dans la halacha, c'est bon, vous me voyez? Il y a un concept dans la halacha qui s'appelle noten ta'am lifgam. Quelque chose qui donne un goût qui n'est pas bon. Et le Shulchan Aruch, il dit, dans Siman Kuf Gimel, que si je mélange un ingrédient pas kasher, qui en soi est bon, mais quand je le mélange à autre chose, eh ben le mélange il n'est pas bon, je considère que ça s'appelle noten ta'am lifgam, un goût dénaturé. Donc je répète, j'ai quelque chose de pas kasher en petite quantité, qui se mélange avec quelque chose de kasher. C'est pas que c'est quelque chose de pourri qui se mélange avec quelque chose de bon. Les deux sont bons. Mais le mélange, il n'est pas bon.
Dit le Shulchan Aruch, ça s'appelle Noten Ta'am Lifgam, puisque finalement, quand les deux se sont mélangés, le goût il est mauvais, le goût du pas kasher il est mauvais, le goût du pas kasher il me dérange, et ben je considère qu'il n'y a pas de problème. Ce qu'on appelle Noten Ta'am Lifgam, attention, si tu vois l'interdit, tu dois le retirer, mais dans un cas où par exemple ça a infusé ensemble ou quoi, et que tu as retiré le pas kasher, mais qu'il n'y a que le goût. À mon avis, et ça je vous répète, celui qui veut ne pas être d'accord avec cet argument, je peux entendre, mais je pense que c'est quand même un argument qui vaut le coup d'être dit. Tu vas voir un non-juif qui vient acheter du chocolat noir. Il n'a pas de problème des 6 heures, il n'a pas de problème de cache-route, il n'a aucun problème. Il pourrait très bien prendre un chocolat blanc. Il pourrait très bien prendre un chocolat au lait. Pourquoi il prend du chocolat noir? Parce que lui, il aime le chocolat noir. Parce que lui, il aime le chocolat à 70%. Parce que lui, il aime, dans sa recette de mousse au chocolat, on lui dit de prendre du chocolat noir. Donc ce qu'il aime, lui, c'est le chocolat noir. Donc, pour lui, s'il y a du lait qui se mélange, ce lait, il est dérangeant. Tu vas me dire, ouais, mais c'est qu'un tout petit peu. Tu as raison que c'est un tout petit peu, mais c'est un tout petit peu, il est dérangeant, puisque lui, il veut un chocolat noir. Donc, c'est vrai que le lait en soi, ça peut être bon. C'est vrai qu'il y a des gens qui aiment le chocolat au lait. Il y a même des gens qui achètent du chocolat au lait. Mais dans la recette du chocolat noir que je veux faire maintenant, moi, le juif, eh ben, ce petit peu de lait, il me dérange. Donc, ça s'appelle peut-être Ta'am Lifgam. Et donc, même s'il y avait une quantité importante et qu'il n'y a pas 60 fois plus de chocolat noir que cette petite quantité, malgré tout, ce n'est pas un problème si on dit que ça s'appelle Noten Ta'am Lifgam au passage. J'ai parlé à un rave, comme je vous ai dit, qui se trouve dans les usines et il m'a dit que dans le chocolat 70%, et bien là, tout le monde est d'accord d'autoriser. Tout le monde. Je sais que ce n'est pas vrai, mais lui, en tous les cas, il prétend que même ceux qui interdisent à cause de tous les problèmes dont on vient de parler, ils permettent pourquoi? Parce que dans le chocolat noir, c'est tellement important pour eux qu'il soit noir, 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 et que même la couleur, elle soit noire, 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 qui nettoie parfaitement bien les machines. Au passage, il m'a dit qu'il les nettoie avec du beurre de cacao. Avec de l'eau, ils ne peuvent pas, mais avec du beurre de cacao, pour être sûr que finalement, il n'y aura pas de lait. Donc tu vois bien que quand tu veux un chocolat, tu es intéressé à ce qu'il n'y ait pas de lait à l'intérieur. Ça, c'est un argument. Maintenant, je continue avec encore un argument. Celui-là, j'y crois beaucoup à cet argument-là. Le Rama, dans le Siman Sadik Vav, j'en avais parlé dans un cours quand j'avais parlé des rondelles de citron. Il dit, imaginez que je vais acheter de la confiture de citron qui a été faite par des non-juifs. Dans le non-juif, c'est possible que le couteau duquel il s'est servi, je ne parle pas d'un non-juif qui travaille que dans les confitures, je parle de quelqu'un qui est fait chez lui à la maison. Peut-être que le couteau dont il s'est servi pour couper ses citrons, c'est un couteau dans lequel il y a du porc. Il a fait du porc à chaud avec. Maintenant, on sait que le citron, c'est quelque chose qui s'appelle en hébreu harif, piment, piquant. Et donc, quand je coupe, il y a le goût qui va rentrer. Dit le Rama, est-ce que je peux acheter ces confitures de citron? Peut-être que non. Le premier citron qu'il a coupé, eh ben, il y a un peu de pas cachère qui était dans le citron, qui était dans le couteau, qui est rentré dans le citron. Dit le Rama, on peut. Pourquoi on peut? Il dit parce que cet homme-là, ce non-juif, il n'a pas fait qu'une confiture, il n'a pas fait qu'un citron, il a fait 2000 citrons. Donc dans le premier citron, d'accord, il y a le problème qui est rentré, mais il en a fait 2000. Et il y a un concept qui s'appelle dans la halacha, bitoul, une annulation. Annulation, ça veut dire que s'il y a un pot de confiture dans lequel il y a peut-être un problème, avec 100 pots de confiture dans lesquels il n'y a pas de problème, eh ben on considère que c'est bon. Je ne rentre pas maintenant dans le pourquoi et le comment de l'annulation, mais c'est un concept qui existe, c'est le Rama qui le dit. Or, je me suis renseigné, et il paraît que dans pas mal d'usines, ils font pas un chocolat au lait, un parvé, un chocolat au lait, un parvé, un chocolat. Ils font plusieurs chocolats au lait, donc pour les non-juifs ou pour ceux qui mangent le chocolat parvé, d'accord, et après, ils font plusieurs fois du parvé. Donc même si tu me dis que dans le premier d'entre eux, il y a un peu de goût second de lait non cachère en poutre qui est rentré, mais il y a tellement qui sont fabriqués à ce moment-là, que le problème, il se pose que dans une minorité. À part ça, il y a un concept qui s'appelle Stam Keli Eno Ben Yomo. Quand on ne sait pas si un ustensile, on s'en est servi la dernière fois dans les 24 heures ou pas, on considère que par défaut, on imagine qu'on ne s'en est pas servi les 24 dernières heures. Maintenant, quand on est dans le domaine de l'industrie, on considère qu'ils font tous les jours des chocolats, tous les jours. Donc on ne dit pas, peut-être que pendant 24 heures, ils étaient en vacances. Non, en principe, on considère que l'ustensile, on s'en est servi dans les 24 dernières heures. Mais là, je me permets de dire que puisque dans ces usines, ils ne font pas que du chocolat au lait, ils font aussi beaucoup de chocolat parvé, eh bien, c'est possible qu'on puisse dire que l'appareil, la machine, elle est peut-être pas ben yomo,
quand je suis venu faire mon chocolat, c'était peut-être pas Ben Yomo. Alors si c'est pas Ben Yomo, évidemment qu'il y a des raisons supplémentaires d'autoriser. Je termine avec encore un argument. Il y a un rav qui s'appelle le Chochmat Adam, le rav Danzig. C'est un géant de la Torah, le Chafetz Chaim, il le ramène à chaque fois, un géant de la Torah. Le Chochmat Adam, vous le connaissez peut-être sous le nom de Chaye Adam, c'est le même rav. Le Chochmat Adam, il dit que pour le lait non juif, c'est pas la peine qu'il y ait 60 fois plus pour l'annuler. C'est pas la peine qu'il y ait 60 fois plus de cachère que de lait de non juif. Il suffit qu'il y ait un rov. Certes, il dit ça en cas de grande perte, mais quand on voit ses propos, on voit que c'est possible que même pas en cas de grande perte. À propos des fromages, il dit en cas de grande perte. À propos du lait, c'est possible que même pas en cas de grande perte. Donc, on a quand même un grand rave qui, en tous les cas, en cas de nécessité, dit qu'on peut se reposer sur un rov. Et le rov, évidemment qu'on l'a, la majorité. Je termine avec le dernier point. Et on aura tout dit, Bezrat Hashem. L'un des plus grands rabbinim de la génération. Et contrairement à mon habitude, je ne le citerai pas parce que je ne crois pas qu'il soit d'accord que je le cite. Mais l'un des plus grands décisionnaires de la génération, je lui ai parlé. Ce qu'il m'a dit, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Il m'a dit, aujourd'hui je pense, et je vous dirai dans un instant pourquoi je ne pense pas qu'il soit d'accord que je le dise. Il m'a dit, je pense qu'aujourd'hui, tout ce qu'on dit que dans les parois de l'ustensile, il y a beaucoup de goût qui rentre, et le goût il va ressortir, et le goût il est vraiment ressenti et tout. Et ça, je pense que c'était à l'époque. À l'époque, les instruments, les ustensiles étaient faits d'une autre matière. Et à l'époque, vraiment, il y avait beaucoup qui rentraient. Il y a, à mon avis, dans les instruments d'aujourd'hui, dans les ustensiles d'aujourd'hui, qui sont tellement bien faits, dans laquelle la matière, elle est tellement dense. Il dit, moi, je pense pas. Moi, je pense pas qu'aujourd'hui, on puisse dire que tout le goût de ce que tu as cuisiné, il rentre dans les parois, et que tout le goût, il va ressortir. Et après, il m'a dit, ça, je ne me permettrai pas de l'écrire dans un livre. Parce que si je me permets d'écrire ça dans un livre, il me dit, il y a beaucoup d'endroits en Israël, chez les Haredim, dans lesquels ils vont prendre cette page, ils vont la déchirer, bien que c'est un gadol. Il me dit, il y a des gens qui ne vont pas aimer ça, qui ne vont pas aimer que je me permette de dire ça. Il dit, mais moi, je pense ça. C'est quand même un argument important, surtout que le Rav Poifer, il l'écrit explicitement. Le Rav Poifer, il dit, quand on voit dans les lois de la cachérisation, il y a un concept qui s'appelle la cachérisation, que tu mets un chalumeau jusqu'à ce qu'il y ait des étincelles qui sortent. Le Rav Poifer, il dit aujourd'hui, tu prends ton métal, tu fais ça, il n'y a aucune étincelle. S'il y a une étincelle, c'est qu'une étincelle de quelque chose qui était extérieur, il n'y a pas d'étincelle qui sort de l'intérieur. Il dit pourquoi? Écoutez ce qu'il dit. Il dit à l'époque, le métal par exemple, il n'était pas dense. Dans le métal, il y avait beaucoup de trous. Donc la nourriture, elle rentrait dans ces trous-là. Donc quand tu mettais le chalumeau, eh ben, ça faisait des étincelles. Il dit, mais aujourd'hui, la matière est tellement serrée, tellement dense, tellement 100% matière, qu'il n'y a plus rien qui rentre dedans. Donc aujourd'hui, pour cachériser, ce n'est pas la peine d'attendre qu'il y ait des étincelles qui sortent de l'intérieur du métal, il n'y en aura plus. Et il dit, le Rav Poifer ça au nom des physiciens. Je pense que c'est un peu ce que ce Rav a voulu dire, qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus tellement de goût. Tu me dis, il y a 60 fois plus, mais évidemment qu'il y a 60 fois plus que ce qu'il peut y avoir de contenu dans les parois. Mais disons que les derniers arguments que j'ai donnés, c'est des arguments avec lesquels on peut ne pas être d'accord. Vous voyez bien que ce Gdolador, il n'était pas d'accord de décrire ça dans un livre, parce qu'il y en a qui vont dire non. Tout ça, c'était un petit peu juste pour rajouter des choses. Mais les arguments les plus grands, je les ai dit au tout début. Donc, je répète. Selon moi, même ceux qui ne prennent pas de lait de lait en poudre non surveillé, même les gens qui ne prennent pas de lait en poudre non surveillé, je pense que ce chocolat-là, ils peuvent le prendre. Premièrement, parce qu'il y a plein de gens qui disent « le vrai lait en poudre, je ne le prends pas ». Mais quand c'est qu'un goût second de lait en poudre, ça va, faut pas pousser non plus. Je vous rappelle, on parle là de gens qui prennent ce qui est écrit dans la liste du Beddin. C'est pas Bnei Brak. C'est pas, moi par exemple, je ne mange pas ce qui est écrit dans la liste du Beddin, s'il n'y a pas un Hersher. Donc on n'est pas en train de parler là des plus grands marmirim de Raphaël Kanevski, est-ce qu'il aurait mangé ça? Raphaël Kanevski n'aurait pas touché à quelque chose qui est que dans la liste du Beddin et dans lequel il n'y a pas de mashgirim qui se trouve là-bas. Donc ça c'est premièrement. Deuxièmement, le deuxième argument, c'est de dire que même si tu me dis que non, moi je veux éviter même les goûts seconds, comme on a dit, il n'y a que 20% de la fabrication d'avant qui est considéré comme problématique, puisque le chocolat d'avant n'était pas problématique. Donc ce qui était dérangeant, c'était quoi? C'était que les 20% de lait pas cachère qu'il y avait dans le truc précédent.
Par rapport à ces 20%, quand moi maintenant je vais faire quelque chose de parvé, il y a évidemment 60 fois plus. C'est le deuxième argument. Troisième argument, le goût, il n'est pas ressenti. Personne au monde n'a ressenti le goût. Quelqu'un m'a dit, quelqu'un qui est dans la cache-route, il me dit, mais évidemment qu'il y a un problème. La preuve, c'est qu'une fois, il y a un enfant qui était allergique au lait et qui a pris d'un lait parvé et qui a fini à l'hôpital. À mon avis, ce n'est pas une preuve. Les gens qui sont très très allergiques, même quand il y a 0,1% de lait, eh ben, ils peuvent finir à l'hôpital. Mais nous, on n'est pas dans l'allergie, on est dans la halakha. La halakha, elle ne tient pas compte de l'allergie. La halakha, elle dit 60 fois plus, terminé. Donc je vous ai montré qu'il y a même des rabbanim qui disent que quand il y a un rov, c'est bécéder. D'accord, on ne veut pas se reposer sur ça. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, comme je vous ai dit, le seul problème qu'il y a, c'est que dans la fabrication de pâtes cachères, il y a du lait qui est rentré. Il n'y a que 20% du chocolat qui était problématique. Il n'y a que le lait du chocolat qui est rentré dans les parois qui était problématique. Face à ce lait, j'ai évidemment 60 fois plus de chocolat quand je vais re-remplir, sans compter le fait que c'est possible que ce chocolat n'était pas béni, que c'était pas béni homo, et sans compter toutes les autres choses que j'ai dites. Donc ma conclusion concernant cette première question de savoir est-ce que quelqu'un qui prend du lait que chamour, il peut prendre, ma conclusion c'est de dire que oui. J'en ai parlé avec l'un des Gdoléadors d'aujourd'hui qui m'a dit que bon, quand il y a des cacherouillottes, alors on laisse les cacherouillottes faire leur travail et tout, mais qui m'a dit que si quelqu'un l'interroge à titre individuel, il lui dira, écoute, tu comprends bien qu'il y a largement de quoi autoriser. Je lui dis, même si c'est un Ben Torah, quelqu'un qui est complètement dans la Torah, il m'a dit, je lui expliquerai qu'il y a largement de quoi autoriser. Maintenant, j'en arrive, après on passera aux questions. Je suis désolé, j'aimerais vraiment qu'on reste concentré. J'en arrive à la deuxième question. La deuxième question, c'est de savoir, est-ce que ces chocolats-là, ils sont parvés? Vous savez quoi? Disons quelqu'un qui prend du lait. Voilà, maintenant on va parler des gens qui se fient sur ce qui est écrit sur la liste du Beddin, qui se reposent sur la permission du Rav Moshe Feinstein, et qui disent, moi je prends le lait des non-juifs. Une personne qui prend le lait des non-juifs, ou une personne qui ne prend pas, et qui se repose sur ce que je viens de dire maintenant, est-ce que c'est halavi ou pas, ce chocolat? Alors, vous avez bien compris de tout mon développement que selon moi, évidemment, que c'est pas halavi. Et pour les Sfarad et pour les Ashkénazes. Pourquoi? Ben, le calcul, on peut le refaire. Il y a 60 fois plus maintenant de parvé que de lait qui était rentré. Si tu me dis, oui, mais il y a quand même dans les parois, mais je vous ai expliqué, dans les parois, il n'y a que 20%. Moi, tu fais du parvé, il y a 60 fois plus que ces 20%. Donc ton chocolat, tu peux même le mélanger avec de la viande, selon moi. Tu peux même le mélanger avec de la viande. Maintenant, et même si tu n'étais pas d'accord avec tout ce que je viens de dire maintenant, quelqu'un me dit, moi je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous venez de dire maintenant, là, on n'a pas affaire à un adbarnat des Issoura. Pour ceux qui mangent ce lait, je parle. Pour ceux qui mangent le lait du non surveillé au jour d'aujourd'hui, ou le lait en poudre. On est bien d'accord qu'on est ici dans un nadbarnat des hétéra. On est exactement dans le cas de l'aimant. Exactement dans le cas de l'aimant, vous l'avez l'aimant chez vous, ceux qui n'ont pas resté après, je vous l'enverrai par WhatsApp. On est exactement dans le cas de l'aimant. Que quoi? Que même si tu me dis qu'il y a du lait à l'intérieur, c'est un goût second de lait. Un goût second de lait, pour les Sfaradim, ça a déjà été fait, on a le droit de le mélanger avec de la viande. Pour les Ashkenazim, on n'aurait pas le droit de le mélanger avec de la viande. Mais attention, il y a des gens qui disent, ah, il est khalavi, il faut attendre 6 heures. Ah non, il ne faut sûrement pas attendre 6 heures. Alors, on est bien d'accord, j'en ai même parlé avec des rabbanim qui disent qu'ils le considèrent comme khalavi, mais on dit non, 6 heures, évidemment que non. Donc voilà, j'ai essayé de vous prouver rapidement, je ne suis pas vraiment rentré, si vraiment c'était un cours dans lequel je voulais tout expliquer du début à la fin, ça aurait pris 3-4 heures d'expliquer tous les principes. J'ai essayé d'être le plus rapide possible. J'ai essayé de vous montrer. Ma conclusion à moi, c'est que de ne pas manger de Nutella, je pense que c'est effectivement une bonne chose. Pourquoi c'est effectivement une bonne chose? Parce que le Nutella, il est fait, et pas que le Nutella, tous ces chocolats-là, ils sont faits dans un endroit où il n'y a pas de cacheroute. En Israël, quand tu as la cacheroute de l'Aïda Haredite, il y a tous les jours un mashgiach cacheroute qui vient, qui vérifie, qui vient parfois par surprise. Ils mettent des caméras cachées pour voir ce qui se passe exactement. Ce n'est pas le cas ni de Nutella, ni de Nestlé, ni de rien du tout. Donc à mon avis, la personne qui ne mange pas, que ce soit un chocolat vegan ou pas vegan ou halavi, je pense que effectivement c'est la meilleure chose. Maintenant, quelqu'un qui me dit, moi, et en Israël, en France c'est difficile, il n'y a pas assez de herchérim, c'est dur, moi je peux pas, je suis pas au niveau. Alors cette personne-là, évidemment, qui vaut 1000 fois plus qu'elle prenne du chocolat parvé,
avec des traces de lait, avec des équipements de lait, que du Nutella Halavi. Évidemment, 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 je vous ai expliqué pourquoi. Il y a une différence entre manger vraiment. Dans le Nutella Halavi, ils mettent vraiment du lait, la poudre de lait. La poudre de lait, d'accord, il y a Moshe Feinstein qui autorise au jour d'aujourd'hui, mais tu prends de la poudre de lait. Or que dans le vegan, tu prends ni poudre de lait, ni même goût second de poudre de lait, puisqu'il a été annulé dans 60 fois plus, comme je vous ai expliqué. Voilà, j'ai essayé d'expliquer. Si maintenant il y a des questions, avec plaisir, on va ouvrir les microphones. Bechavod.